Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes le lundi 8 septembre 2025, bien entendu, il est 11h07, désolé du retard, c'est Beauty Powen et bien entendu, toujours accompagné en morning de mon bro Smartmo. Comment tu vas mon Smart? Est-ce que tu as la forme comme les gens dans nos commentaires? J'ai mon petit, la pleine forme, comme un lundi matin, 8 septembre. On va commencer effectivement à rentrer dans le vif du mois de septembre, avec à l'actu des coupures de taux, pas mal d'attentes du marché. Donc on a la patate, on est là. Allez, on démarre. Salut, salut Za. Et c'est parti. On va commencer à aller checker le Fear and Grid de bon lundi pour voir ce que ça donne. Ah, et ça bouge pas trop. On reste toujours dans cette zone dans cette zone de neutralité effrayante. Et ouais, bah écoute, pas étonnant de toute façon, vu ce que le marché nous donne, pas étonnant qu'on se situe dans ces niveaux-là. En ce qui concerne le Fear and Grid, on va voir le FOMO Finder. Il prend plus en compte les fundings. Il est où? Il était dans Balance l'autre fois. Ouais, ça fait un moment qui bouge pas. Ça reflète assez bien d'ailleurs ce que tu vois sur de Velo Data ou autre, les niveaux de liquidation. T'es pas qu'un marché qui est d'un seul côté. C'est ce qui rend la période intéressante. Maintenant, qui aura raison justement, parce qu'il y a beaucoup de sujets de discussion, septembre, la saisonnalité, en même temps, il y a pas mal de choses qui se décantent au niveau du marché. Donc, on a un camp, on a deux camps en fait, littéralement un peu en ce moment. Et ça va être intéressant justement de voir le dénouement de tout ça. Ouais, et c'est chaud de clairement donner raison à un camp ou à un autre, qui a vraiment des arguments dans les deux côtés. Donc c'est, comme on vous le dit depuis plusieurs mois, un marché pas simple à lire. On marche sur des œufs, il faut être précautionneux, il faut le suivre au quotidien. Et on est là avec vous tous les matins pour pouvoir échanger sur tout ça, quoi. Et vous suivre sur toutes les thématiques importantes de cet écosystème sur Wen. Allez, on va passer à quelques news. Bon, rien de fou. Metaplanet qui s'est encore mis 136 Bitcoin dans la pocket. Donc, il en détenait déjà. Ils en sont à combien, eux? Ils en sont à 20 136. Ça commence à être pas mal. Autre petite news, c'est le Salvador. Le Salvador qui a acheté de l'or. Qui a acheté de l'or, qui s'est pris un peu, pas un shitstorm, on va pas dire ça, mais voilà, du coup, qui s'est fait un petit peu tancer parce que forcément, Salvador n'est obligé que d'investir sur Bitcoin. Donc du coup, Salvador a répondu entre guillemets. Alors, est-ce que c'est en réponse à un peu tout ce qu'ils ont pris comme remarque? Ils ont quand même acheté 21 bitcoins supplémentaires. Donc, ils se renforcent en or et en bitcoin. Donc, ça, d'où le titre un petit peu sur le FOMO du gold. Et puis, on va y passer vite sur les charts. Le gold et l'argent métal ont un setup quand même des plus intéressants. Et voilà, on est probablement quand même dans un cycle où justement ça se reprice, notamment vis-à-vis des métaux précieux. Et ça s'explique par plusieurs facteurs, mais notamment l'un d'entre eux qui l'explique peut-être, c'est de plus en plus de perte de confiance ou de prime de risque, en tout cas de demander au gouvernement vis-à-vis de leur financement obligataire. On est dans une période quand même qui est très compliquée. Les dettes pèsent beaucoup sur les pays dans l'ensemble de la zone euro, par exemple. Et nous, on est champion un petit peu dans cette catégorie, mais les États-Unis aussi inquiètent, etc. Et donc forcément, le prix de l'or commence à le matérialiser. On a même maintenant le petit frère, l'argent, qui pourrait commencer à le rattraper assez prochainement. Car pour l'instant c'était fait encore laguiche, mais c'est vrai que s'il venait à passer son ATH, moi je reste vraiment convaincu que à ce moment-là le silver a des chances d'aller visiter des sommets dont on n'a pas idée, quoi, et potentiellement des sommes à 3 chiffres. Donc c'est vrai que les métaux précieux vont potentiellement être quand même une narrative des plus intéressantes à surveiller, et peut-être aussi un endroit où, parce que si le dollar continue à se faire nuque, il serait intéressant de réfugier une partie de vos avoirs, des profits que vous pouvez prendre sur des petits tokens, quoi, pour avoir un petit peu justement de métaux, en tout cas en portefeuille. En tout cas, voilà, on a maintenant de plus en plus de personnes qui se retrouvent à permabid des deux côtés, côté Bitcoin, côté Gold, et ça a l'air de rentrer vraiment de plus en plus dans une stratégie de portefeuille. Et en ce sens-là, les commodités vont peut-être aussi avoir un effet à jouer, d'ailleurs dans la décennie qui arrive. En tout cas, pour l'instant, les commodités comparées au prix de l'or ont rarement été aussi peu chères. Ouais. Donc si on exclut l'or et que justement on le price relativement par rapport à l'or, on est littéralement sur le niveau le plus bas
qu'on a vu. Alors à l'exception de 2021, on a été un tout petit peu plus bas, mais sinon ça reste quand même des périodes où des fois il y a quand même un contre-pied à prendre, et surtout que il y a très longtemps aussi qu'on n'a pas expérimenté notamment le fait d'avoir une décennie des commodités. Et de plus en plus j'ai tendance à me dire, est-ce que justement le pari des prochaines années, il n'est pas de plus en plus d'inclure quand même des commodités dans son portefeuille, parce que à contrario, on a eu maintenant presque, j'ai envie de dire presque, ouais, 20 ans, allez, peut-être 17 ans de performance boursière, par contre des plus incroyables, quoi. Et on sait que si tu regardes l'histoire sur un fil assez long, des fois tu as quand même un jeu de rebond. Enfin, tu vois, le stock performe parfois pendant 15-20 ans, puis à un moment donné il peut être flat et les commodities reprennent la main, etc., quoi. Il y a peut-être des arbitrages intéressants. On passe un petit peu sur le calendrier éco. Pour le coup, alors demain, les gars, attendez-vous à ce que ça puisse bouger très très fortement. J'ai pas idée de ce qui va être reporté forcément, parce que c'est très compliqué. Ces 2 dernières années, toutes les datas qui ont été publiées sur l'emploi, dans tous les cas, portaient à confusion et laissaient à penser, si tu veux, qu'elles étaient orientées d'un côté ou de l'autre. Ceci étant dit, voilà, on est censé récupérer en fait demain une révision annuelle en fait du NFP. Et on sait quand même de sources sûres que voilà, les stats de l'emploi ont été quand même vachement améliorés. Pour l'instant, il y a des estimations qui estiment qu'on pourrait voir jusqu'à moins 900 000 d'emplois révisés. Et là, l'auteur, en tout cas, du tweet nous disait d'ailleurs pourquoi Trump, en fait, ne nous reporterait pas moins 2, moins 3 millions, et le blâmerait en fait sur Biden pour avoir caché ce genre de stats. Pour rappel, Biden, avant la fin de son mandat présidentiel, avait poussé énormément de nouveaux emplois, notamment des emplois un peu dits fonctionnaires, quoi. Ce qui a amélioré grandement en fait les datas de l'emploi, et c'est des choses qui pour le coup sont à surveiller, parce que la Fed nous l'a dit officiellement, mais son switch vient de passer de l'inflation à l'emploi, et c'est des choses qui pour le coup maintenant vont devoir passer sur le top de vos priorités en termes de surveillance, et je vais venir dessus juste après, quoi. Mais en tout cas et c'est confirmé de part et d'autre, parce qu'on le voit partir à droite à gauche, mais après une deuxième révision, les US ont été en fait on est passé de ajouter 147 000 jobs à en perdre 13 000, quoi. Donc, qu'est-ce qui se cache un petit peu sous le fagot? Ça, c'est ce qu'on va, je pense, pas tarder à découvrir. Et ce qui pourrait être pour le coup, quand même assez inquiétant, en tout cas, puisque la Fed, elle, va commencer justement à réagir, en fait, par rapport à tout ça, quoi. Puisque vu que c'est sa nouvelle mantra de surveillance, maintenant on sait que par exemple la Fed, elle va couper à 100%. A priori maintenant elle coupe. Le seul point de différence, il est, ok, est-ce qu'on coupe de 25 points de base ou est-ce qu'on coupe de 50 points de base? Je vous la refais pas, mais grosso modo, couper de 50 points de base dans le contexte actuel, et surtout si c'est précipité par des datas qui sont cataclysmiques, ça pourrait être très très mal perçu par les marchés. Donc on espère effectivement avoir le temps d'atterrir un petit peu en douceur avec ça, et qu'on va pas se retrouver en fait avec une Fed qui est un peu en train de nous envoyer le signal de elle se réveille à la va-vite après avoir été restrictif trop longtemps. On en a parlé aussi pas mal avec Buty, mais moi j'étais de cet avis-là, que la Fed est restrictive trop longtemps, et que le jour où elle se réveille, ça risque de faire très très mal. Si c'est poussé par notamment des statistiques comme l'emploi qui se dégrade à vitesse grand V, voire à des niveaux récessionnistes, forcément ça risque de nous porter un coup, quoi. Et là, on en parle, vous en parle vite fait, mais voilà, c'est vrai qu'on arrive aussi à la veille de cette coupure de taux, et c'est des choses qu'il va quand même falloir garder en tête, puisque la ligne que vous voyez en bleu, en fait, c'est le taux de la Réserve fédérale. La ligne rouge, c'est le taux US à 10 ans. Donc ça, c'est le marché obligataire en agrégat, avec tous ses participants qui estiment lui-même le prix en fait du marché obligataire. Et en dessous, en fait, vous avez le S&P 500, quoi. S&P 500 qui, en tout cas sur les précédentes occurrences, lorsqu'on a eu des coupures de taux, notamment avec une économie qui ralentit, un marché de l'emploi qui se dégrade, a pas manqué effectivement d'accuser un coup à la baisse. Surtout que souvent, on était dans un setup un petit peu semblable, où on sortait d'années de hausse consécutive, d'années de mois de hausse consécutive, quoi. Et aujourd'hui, on se retrouve aussi exactement dans ce scénario-là, quoi. Donc vous connaissez un petit peu mon avis, moi en tout cas là-dessus. Bon, écoute, pour l'instant, BTC, j'ai envie de te dire, on est toujours sous cette zone. Zone clé, zone qu'il faut passer si on veut pas encore essuyer un énième rejet, justement, avant de
potentiellement prendre les lots qui sont ici pour là trouver la remontée. Si bottom est fait, bah, c'est vrai que quand même, putain, pour l'instant, on se fait chier, quoi. On se fait chier, c'est la vie, mais j'ai envie de te dire, il y a quand même aussi un argument pour dire que c'est constructif et ce qui s'est passé allègrement et correctement, eh bien, on a quand même l'opium au nord, puisque si on avait laissé un énorme gap CME sur ces niveaux-là, toujours en attente d'être comblé, et c'est ce qui pourrait effectivement quand même nous donner potentiellement le jus pour y aller, et c'est ce qu'on aimerait voir en tout cas. Idéalement, et autour de cette coupure des taux du mois de septembre, peut-être le marché reprendre un peu de dynamisme, essayer de toucher, et là peut-être dans ce monde idéal, essayer de voir BTC repartir, Ethereum reprendre la main encore en termes de dominance, c'est-à-dire y aller un peu plus fort que lui et faire un déversement sur les atomes. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce qu'il en faut quand même un petit peu de temps en temps. On en a parlé justement, hein, on l'a assez bien couvert chez Wen, mais c'est vrai que c'était dans cette zone-là, en voyant le cross à la baisse du RSI, qu'on a invité quand même vachement à la prudence. Et je suis content pour l'instant de ne pas m'être précipité sur la reprise des positions, puisqu'effectivement, cette baisse de momentum a été suivie en tout cas par le prix, même si dans un premier temps elle a été chercher la liquidité au nord, ça a été rattrapé au sud. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ça n'a pas été une catastrophe nationale pour les altcoins. Et c'est sûrement la première fois qu'on voit vraiment une baisse de momentum sur Bitcoin, ce cycle ne pas se traduire par une catastrophe sur les altcoins. Donc on le prend volontiers matin, midi et soir. Et là, on pourrait avoir le candidat, en tout cas si Bitcoin arrive à reprendre un petit peu le chemin de la hausse, d'une nouvelle croisée à la hausse, et qui historiquement t'annonce, elle, parce que là on est sur une time frame, pour rappel, hebdomadaire, hein, donc chaque bougie égale une semaine, et bien à chaque fois que ça repasse à la hausse, tu peux avoir quelques semaines de performance haussière, et c'est ce dont on aurait besoin pour la suite, quoi. Donc ça, ce n'est pas pour bouder mon plaisir, et d'ailleurs ça match aussi un petit peu toujours potentiellement avec ce scénario, hein, enfin ça c'est un peu le prime scénario numéro 1. En tout cas pour ma part, c'est de voir BTC repartir, à la limite faire des plus hauts, mais pas nécessairement énormes en termes de size, par exemple 130 000, 140 000 allez, maximum, pourquoi pas, et que dans cette période-là, par contre, là on libère du côté Ethereum, du côté altcoin, là enfin on voit un petit peu bien des mytho tokens rattraper des années de sous-performance en quelques bougies hebdomadaires. Donc pourquoi pas justement avoir un scénario comme ça autour de la coupure des taux qui te donnerait quelques semaines, quelques mois. Bon là c'est daté, tracé jusqu'en octobre, ça peut bien entendu être beaucoup plus long que ça aussi. Forcément ça restera à ajuster, mais c'est un petit peu en tout cas le point de surveillance que j'ai. Pour Ethereum, pour l'instant, j'ai envie de te dire, le frérot tient quand même allègrement au-dessus des 4000 $, ce qui aussi reste une bonne nouvelle, puisque potentiellement qu'on est en train de backtest un niveau qui quand même nous a tenu en résistance tellement de temps, tellement de jours de souffrance, de larmes dans le marché. Enfin voilà, on est passé au-dessus, et ce qu'on aimerait bien voir, c'est Ethereum au pire des cas ne pas réaccepter en fait sous cette zone, et pouvoir repartir après et chercher là des targets potentiellement un petit peu convenables aussi, quoi. Sachant que Ethereum a quand même été l'un des top performers littéralement en fait depuis le mois d'avril, à un moment où là il était enterré. Et bien ici enfin on commence à avoir un petit peu d'attrait, d'intérêt revenir. On l'a vu récemment avec les compagnies comme Bitmine, les ETF, etc. Et c'est vrai que la vision vis-à-vis d'Ethereum pour l'instant a changé. Donc tout ce qu'on espère, c'est que ça pourra continuer, parce que c'est ce qu'on va avoir besoin ici, en tout cas pour continuer d'amorcer vraiment le nuque, hein. Pour moi c'est cette jambe là que je veux voir en fait. Pour moi c'est celle-ci qui va te ramener tous tes gains. Tu vois, c'est la jambe qui peut te ramener dans les bas 50, voire haut 40% et quelques. Dans un monde idéal, on retourne ici, mais je pense quand même que il peut y avoir quand même des moments de repli avant qu'on voit ça, quoi. Et il faudra le prendre étape par étape. Et à mon sens, ici, sera quand même une zone de TP importante à prendre, quoi. Moi, de toute façon, vous connaissez un petit peu la mantra. Et ça va être d'ailleurs assez intéressant de la mettre en perspective avec l'épisode de cet après-midi. C'est que ce qui est intéressant ce cycle, c'est quand même que Bitcoin a vraiment une construction en escalier très très propre, avec des drawdowns maximum de à peu près 30%. Et donc ça fait partie des arguments pour lesquels potentiellement ces choses-là pourraient continuer.
d'opérer, tu vois, et peut-être que là, voilà, moi je suis pas fermé, même si c'est pas mon prime scénario, qu'on voit effectivement soit un bear market raccourci, soit un Bitcoin en fait qui arrive à se tenir, et pour le coup, en fait, ça dépendra beaucoup, je pense, des marchés à risque au global. Si la bourse tient, je vois pas spécialement de raison que Bitcoin aille tout seul chercher son bear market. Ça là-dessus, je suis en tout cas d'accord avec vous, quoi. Solana a l'air de revenir. A l'air d'être un petit peu en train de tenter quelque chose, un comeback. Pump Fun est là, alors Fartcoin peut-être, effectivement, à ses cartouches, quoi. Smart Motion. C'est à cause de moi que Justin s'est fait blacklist MDR. Ah ouais, non mais shady quand même, cette affaire. On essaiera d'ailleurs peut-être de faire un petit peu un zoom en tout cas. On va pas tarder à vous laisser parce que Yes. publication justement à 12h30. Les bourses sont quand même très cocasses qu'on est bottom le 1er septembre alors que ouin, alors ça oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, saisonnalité, franchement, enfin la saisonnalité, si tu veux, d'un mois sur l'autre, genre les selling May, machin, septembre et tout, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais alors surtout cette année 2025 parce qu'elle a commencé, tout a été à l'envers en fait. Tout le monde voulait un Q1 bullish, on s'est fait destroy. On a eu un pump avril-mai, les mecs se sont dit ok, il faut vendre, mais ok, sideline, RIP. Ok, juillet, ça va être pourri, RIP. Août, ça va être pourri. Bon, c'était grindy, c'était un petit peu choppy, mais dans l'ensemble, c'était pas une catastrophe non plus. Ok, maintenant, septembre, c'est le pire mois. Bon, les gars, faut se dire quand même qu'à un moment donné, on n'a pas beaucoup d'occurrences pour étudier ce genre de choses. Et en plus, même si t'en as, bon, bah, t'es encore une fois, normalement, là, dans l'année après le halving, dans une période où, si tu veux, tu as un momentum haussier qui se construit et qui peut invalider des fois même certaines occurrences. Et surtout, pour moi, on n'en a pas assez, en fait. Je pense qu'on commencera à parler vraiment de saisonnalité peut-être aux abords des années 2035. Tu vois, tu auras 25 ans d'échantillons crypto. Pourquoi pas, tu vois. Mais là, en l'état, ça me paraît quand même encore just. Sur ce, c'était la Morning Live 140, les gars. Merci à tous. Merci pour cette matinale, encore une fois. Le petit like, le petit partage. Et on vous couvre pas plus tard qu'à 14h, les frérots. Une très très belle journée, l'équipe. Ciao, les gars. Un missile sol, dans ta routine matinale, du contenu pur dans un monde bancal. On te raconte ce qu'ils veulent pas dire sur les plateaux, du exclu sur NTV.